Khadija Faraj, on va aborder aujourd'hui le cours du syndrome néphrotique de l'enfant. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti! Alors, comme introduction, le syndrome néphrotique idiopathique est la maladie glomérulaire la plus fréquente durant l'enfance. Donc, parmi les maladies qui touchent le glomérule rénal, le syndrome néphrotique idiopathique, c'est-à-dire de cause non connue jusqu'à présent, c'est la maladie la plus fréquente pendant l'enfance. D'accord? Puisqu'on abordera les maladies ou syndrome néphrotique de l'enfant. La plupart des patients répondent à un traitement par corticoïde. On va voir pourquoi le traitement par corticoïde est indiqué. Donc, dans ce cas, le syndrome néphrotique est appelé syndrome néphrotique cortico-sensible. Donc, il est sensible à la corticothérapie. Donc, il répond à la corticothérapie, c'est-à-dire qu'il y a une bonne évolution quand on a l'instauration de cette corticothérapie, mais 60% deviennent corticodépendants, c'est-à-dire après l'arrêt de cette corticothérapie d'une durée qui est inférieure à 14 jours, généralement on a des réapparitions de la protéinurie. On va tout comprendre. On a la réapparition généralement de l'œdème et la protéinurie. Donc ça, c'est un syndrome néphrotique qui est dépendant de la corticothérapie. Dès qu'on arrête la corticothérapie, on a réapparition de la maladie, ce qui définit notre syndrome néphrotique corticodépendant. D'accord? Et même il y a des rechutes, donc il faut différencier la dépendance de la rechute et de la résistance. On va tout expliquer à fur et à mesure des planches. La rechute, c'est quoi? C'est quand le syndrome néphrotique répond bien à la corticothérapie. Quand on arrête la corticothérapie, c'est-à-dire il y a fin de cette durée de la corticothérapie, on a la réapparition de la protéinurie, donc après 14 jours, donc ce qui est différent de la dépendance. D'accord? Très bien. Donc à la baisse ou dès l'arrêt de ce traitement. Donc les malades de la tranche d'âge 1 à 3 ans ont une maladie plus active que les groupes des 7 à 9 ans. Et la susceptibilité de la corticorésistance est plus importante chez les Africains et les Asiatiques. Ça, c'est purement statistique. D'accord? Et les statistiques, quand vous savez, ils n'ont pas une explication. C'est purement une étude statistique. Alors, comme définition, d'accord, on rentre dans le vif du sujet. Le syndrome néphrotique est défini par un seul signe primaire, d'accord. Donc c'est pas la définition proprement dite, c'est les critères que si on les retrouve, on retient le diagnostic du syndrome néphrotique. Mais c'est pas purement la définition du syndrome néphrotique qui reste une maladie. On va aborder la définition du syndrome néphrotique dans les planches suivantes. Alors le syndrome néphrotique est défini par un seul signe primaire, soit on a une protéinurie massive, d'accord. C'est la protéinurie massive, donc la protéinurie qui est différente du syndrome néphrotique qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Dans ce cas, dans le syndrome néphrotique, la protéinurie, elle est vraiment massive. Et dans ce cas, vous voyez qu'elle est supérieure à 50 mg par kilo par jour. C'est-à-dire les pertes de protéines qui se trouvent au niveau du sang vont vers les urines. Et on retrouve dans les urines cette protéinurie qui devra supérieure à 50 mg par kilo par jour. Ce qui définit notre syndrome néphrotique. Ou la protéinurie qui est supérieure à 0,25 g par millimole de créatinine, mais généralement on applique la première calcul, c'est 50 mg par kilo par jour. D'accord? Et bien sûr, la protéidémie qui est inférieure à 55, donc on a une perte de protéines du sang, c'est-à-dire qu'il y a une diminution logiquement de ces protéines du sang, et on retrouvera avec une protéidémie qui est inférieure à 55 g par litre, ou bien l'albumine qui passe inférieure à 30 g par litre, parce qu'on va voir dans les planches suivantes que cette pathologie est induit une perte de protéines qui est sélective, d'accord, qui est sélective, c'est-à-dire qu'elle sélectionne certaines protéines, et parmi ces protéines, c'est principalement l'albumine, d'accord, qui est perdue malheureusement dans les urines, et on va retrouver cette diminution d'albumine qui est inférieure à 30 g par litre. Bien sûr, on a deux types de syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique qui est idiopathique, qu'on appelle entre parenthèses pur. Pourquoi il est pur? Parce qu'il retient tous les caractères du syndrome néphrotique. C'est-à-dire on a seulement cette pathologie, c'est-à-dire on a seulement ce syndrome néphrotique pur et n'est pas mélangé à une autre pathologie.
où vous pouvez retrouver le nom de néphrose lipoïde. Donc, quand vous voyez le mot néphrose lipoïde, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose que le syndrome néphrotique idiopathique. D'accord? Très bien. Comme on peut retrouver le deuxième type du syndrome néphrotique, c'est le syndrome néphrotique impur, c'est-à-dire qu'il est mélangé à quelque chose, mélangé à une autre pathologie, généralement une pathologie néphrétique inflammatoire, c'est-à-dire qu'il est associé au signe de la néphrite, glomérulonéphrite, d'accord? Généralement post-streptocoxique qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Donc il est impur, c'est-à-dire qu'il est mélangé à une autre pathologie. Et là, généralement, on retrouve des HTA qu'on ne trouve pas généralement dans le syndrome néphrotique qui est pur, l'insuffisance rénale et même l'hématurie qu'on a déjà parlé sur l'hématurie, qui est le signe le plus constant des pathologies néphrétiques, c'est-à-dire inflammatoires des glomérules. D'accord? Très bien. La épidémiologie, je déteste cette partie parce qu'il n'y a rien à expliquer. La maladie touche toutes les ethnies sur tous les continents. D'accord? Maladie plus importante chez les Asiatiques et chez les Africains. Pic d'incidence simultanée avec l'incidence des primo-infections virales. Et bien sûr, la majorité des cas, 1 à 10 ans. Et le pic, c'est à 4 ans. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez, dans la majorité des cas, le syndrome néphrotique est corticosensible, c'est-à-dire qu'il répond à cette corticothérapie. Et bien sûr, 70% présentent des rechutes. D'accord? Et bien sûr, il y a 3 groupes de réponses en fonction de l'installation de la corticothérapie. Donc, en fonction de la réponse généralement à cette corticothérapie, on a déjà dit qu'il y a les syndromes néphrotiques corticodépendants. Tout d'abord, on commence avec cette notion. Les syndromes néphrotiques corticodépendants, c'est-à-dire quand on finit notre traitement, il fait une réapparition de la protéinurie et une réapparition du signe clinique du syndrome néphrotique inférieur à 14 jours après l'arrêt de cette corticothérapie. Là, c'est-à-dire qu'il est dépendant de cette corticothérapie. Toujours, il a besoin de cette corticothérapie. Dès qu'on arrête cette corticothérapie, il y a réapparition de cette protéinurie dans un délai qui est court. C'est-à-dire ça définit notre syndrome néphrotique corticodépendant. Ça définit aussi les rechutes qui sont différentes de la corticodépendance. Les rechutes, c'est-à-dire après, au-delà de 14 jours, il y a réapparition de cette protéinurie et de ces signes cliniques du syndrome néphrotique. Et là, ça définit notre rechute, c'est-à-dire qu'il y a rechute tout simplement de cette pathologie en réponse à notre corticothérapie. D'accord? Il y a les rechutes occasionnelles ou peu fréquentes, qu'on appelle rechuteurs peu fréquents, c'est-à-dire dans les 6 mois qui suivent le premier épisode, il fait moins de 2 rechutes, c'est-à-dire il fait une seule rechute. Là, c'est un rechute qui est occasionnel, qui est peu fréquent. On peut retrouver aussi les syndromes néphrotiques à rechute fréquente, c'est-à-dire au-delà, après 6 mois, donc dans le délai de 6 mois après l'arrêt, après le premier épisode, d'accord, on a 2 autres épisodes de syndrome néphrotique. Là, les rechutes sont considérées comme fréquentes. Et là, vous voyez, 50 à 60% des patients deviennent corticodépendants. Voilà, c'est purement statistique. Définissons un petit peu la définition de notre syndrome néphrotique. Dans la vidéo précédente, on a dit que le syndrome néphrétique, autrement dit la glomérulonéphrite aiguë, est une inflammation des glomérules et même des capillaires glomérulaires. C'est une inflammation, déjà le suffixe it, c'est une inflammation. Maintenant, pour notre syndrome néphrotique, qui est une autre pathologie différente du syndrome néphrétique, c'est quoi? C'est une lésion, d'accord? C'est une lésion de la membrane glomérulaire. Normalement, cette membrane glomérulaire, elle ne laisse pas passer les protéines à travers cette membrane glomérulaire dans les urines, d'accord? Dans les urines. Quand on a un problème au niveau de cette membrane glomérulaire, elle va laisser passer les protéines dans le sang de façon sélective, qu'on a déjà dit. Généralement, c'est de l'albumine, d'accord? Et même les immunoglobulines, ce qui fait toute la gravité de la pathologie avec le risque infectieux qui suit, comme complication de ce syndrome néphrotique, d'accord? Et donc, on aura les œdèmes, on va tous expliquer, d'accord? Et donc, la définition de notre syndrome néphrotique, finalement, c'est quoi? C'est une altération de cette barrière glomérulaire, d'accord? De ces capillaires glomérulaires. Vous savez qu'il y a les capillaires glomérulaires, d'accord? Et là, c'est le glomérule, si on dessine bien. D'accord, c'est le glomérule. Après, tu prends ton nez proximal, l'anse de Henle, tu prends ton nez distal et le tube collecteur. D'accord?
Et on aura cette barrière glomérulaire qui est altérée. L'artère glomérulaire qui est altérée, je ne sais pas s'il y a... il n'y a pas un autre schéma. Voilà. Donc là, on a notre capillaire glomérulaire. Je vais agrandir un petit peu. Là, on a notre capillaire glomérulaire qui est juste là. Et dans ce capillaire glomérulaire, la particularité de ce vaisseau qui se trouve au niveau du rein, ce qu'on appelle le capillaire glomérulaire, c'est qu'il est bordé par des cellules épithéliales qu'on appelle les podocytes. Pourquoi ils sont appelés des podocytes? Parce qu'ils ont des prolongements comme celle-ci. D'accord? Ils ont des prolongements comme celle-ci. Ces prolongements, quand on fait une coupe, disons longitudinale, transversale longitudinale, quand on fait une coupe longitudinale, les prolongements de ces podocytes vont apparaître comme celle-ci. D'accord? Très bien. Les espaces entre ces prolongements est appelé fente du diaphragme. D'accord? Fente du diaphragme, c'est l'espace qui se situe entre ces différentes podocytes. Là, il faut savoir que cette membrane glomérulaire, quand vous voyez là, c'est un vaisseau, c'est un capillaire, désolé. Et comme toute capillaire, on a des cellules endothéliales, d'accord, qui sont fenêtrées. Vous voyez les cellules endothéliales, d'accord, qui laissent entre eux un petit espace, parce que c'est un capillaire fenêtré, de type fenêtré. Et vous voyez bien sûr la membrane glomérulaire. C'est logique. Vous voyez là la membrane glomérulaire comme toute capillaire de l'organisme. Et au-delà de cette membrane glomérulaire, vous voyez les prolongements de ces podocytes. D'accord? Les prolongements de ces podocytes qui entourent les capillaires glomérulaires. Et vous voyez l'espace entre les différentes podocytes. Ça, c'est de la physiopathologie. La physiologie, désolé. En ce qui concerne le syndrome néphrotique, qu'est-ce qui va se passer? La membrane glomérulaire, elle est dans le cas normal chargée négativement. D'accord? Chargée négativement, pourquoi? Parce que les protéines qui se trouvent au niveau du capillaire sont chargées négativement. Toujours, on répète cette information. Les protéines qui se trouvent au niveau des vaisseaux sont chargées négativement. Et bien sûr, tout cela, la membrane glomérulaire, elle est chargée négativement. Vous voyez que des deux charges négatives se répulsent entre eux, ce qui va garder les protéines à l'intérieur du vaisseau. Les protéines qui se trouvent là, d'accord, ils sont gardés à l'intérieur du vaisseau. Quand on a ce qui définit notre syndrome néphrotique, c'est la perte des charges négatives de la membrane glomérulaire ou la membrane basale glomérulaire, d'accord, la membrane basale du capillaire glomérulaire. Et vous voyez, les protéines qui se trouvent à l'intérieur du vaisseau vont être libres à s'échapper hors du vaisseau vers les urines. Quand vous voyez la flèche jaune, d'accord, et ils vont s'échapper facilement, de façon sélective, vers les urines, ce qui définit notre syndrome néphrotique. J'espère que c'est clair. D'accord? Très bien. Il faut savoir que même ces prolongements sont chargés négativement. Dans le syndrome néphrotique, on aura aussi disparition des charges négatives au niveau de ce podocyte et on aura aussi échappement des protéines encore plus vers les urines. Donc voilà. D'accord? Très bien. Voilà, vous voyez perte des charges anioniques de la membrane basale glomérulaire et augmentation de la perméabilité de la membrane basale glomérulaire. Allez, quelle est l'étiologie de cette perte de ces charges négatives? Il y a certaines hypothèses, mais ce n'est pas encore confirmé. Dû à la réponse à la corticothérapie, c'est plus ou moins confirmé qu'il y a une composante immunologique qui intervient de nature cellulaire, c'est-à-dire les LT, d'accord, qui vont altérer ces charges négatives. Par quel mécanisme? On ne le sait pas, mais il y a une activation généralement de ce système immunitaire, d'accord, ce qui explique pourquoi il y a la corticothérapie comme gold standard dans le traitement, c'est-à-dire comme principale molécule utilisée comme traitement. Vous savez que les corticothérapies, les corticoïdes sont immunosuppresseurs et donc ils vont supprimer cette composante immunologique qui altère la membrane glomérulaire et généralement on a disparition de la pathologie. D'accord? Très bien. Bien sûr, les corticoïdes et les immunosuppresseurs, dans certains cas on utilise les corticoïdes, dans d'autres on utilise les immunosuppresseurs, sont efficaces dans cette pathologie, justement due à cette composante immunologique qui rentre dans le jeu. De façon générale, on a dans le syndrome néphrotique une lésion néphrotique de la membrane capillaire, d'accord? Ce qui fait que cette lésion va induire la fuite des protéines dans les urines, d'accord?
Et tout ce qui va avec cette fuite de protéines, c'est généralement la baisse de la pression oncotique au niveau des capillaires. Et vous voyez, vous savez déjà que les protéines, c'est les principales molécules dans le sang qui maintiennent le plasma, d'accord, à l'intérieur des vaisseaux. Dès qu'il y a une perte de ces protéines dans les urines, on a une baisse de cette pression oncotique et le liquide va fuir vers l'espace interstitiel. Et la fuite du liquide vers l'espace interstitiel définit notre œdème. D'accord? Donc, échappement de l'eau dans l'interstitium ou l'espace entre les cellules, ce qui va nous définir ou nous créer l'œdème, qui est généralement d'origine rénale, c'est-à-dire qu'il est généralisé, qui est blanc, qui est indolore et qui garde bien le côté. D'accord? Très bien. En ce qui concerne la baisse de cette protéine ou la baisse de cette quantité de protéines au niveau du plasma va stimuler le foie. Vous voyez que le foie, c'est lui qui va synthétiser la majorité partie des protéines qui se trouvent au niveau du sang, notamment l'albumine. Donc, la diminution de la concentration d'albumine au niveau du sang qui est perdu dans les urines va stimuler le foie à synthétiser les protéines. Mais malheureusement, le foie, il ne va pas synthétiser justement seulement les protéines, il va synthétiser tout ce qu'il peut synthétiser, c'est-à-dire il va synthétiser les lipides, ce qui va expliquer qu'on aura une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie au niveau du syndrome néphrotique. C'est pour ça qu'il est appelé dans ce cas-là la néphrose lipide, d'accord, c'est tout simplement le syndrome néphrotique, d'accord, et il va synthétiser aussi malheureusement les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation, ce qui va définir toutes les complications thromboemboliques que peut avoir le syndrome néphrotique comme complication. D'accord? Aussi, on aura une baisse des anticorps du système de complément et notamment des expositions aux infections. Retenez ça que les anticorps sont aussi des protéines. Tant qu'on a une perte des protéines dans le sang de façon sélective, on a généralement une perte des anticorps et une perte de l'albumine dans le sang. Très bien. Donc, vous voyez là la protéinurie, d'accord? La protéinurie, c'est la présence du protéine au niveau des urines et albuminurie plus, c'est-à-dire c'est principalement de l'albumine, d'accord? La protéine la plus majoritairement retrouvée au niveau des urines, c'est l'albumine, d'accord? Ce qui va causer la diminution des protéines au niveau du sang, d'accord? Et logiquement, la diminution de la fraction la plus importante des protéines. Vous savez que la majorité des protéines, c'est 50 à 60% des protéines qui se trouvent au niveau du plasma, c'est de l'albumine. Donc, on aura une diminution de l'albumine. Qui dit la diminution de l'albumine, c'est la diminution de la pression oncotique. Qui dit la diminution de la pression oncotique, dit la fuite du sang ou du plasma, du plasma vers l'espace interstitiel, ce qui va définir notre hypovolémie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liquide dans les vaisseaux. D'accord? On aura stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone que je déteste. On aura une hyperaldostéronisme et on a une rétention hydrosodée, c'est-à-dire qu'on a une réabsorption, c'est un mécanisme de compensation logiquement, il va réabsorber le Na+, vers le vaisseau pour, vous savez que le mouvement de l'eau suit le mouvement de Na+. Et quand l'organisme réabsorbe le Na+, comme s'il a réabsorbé de l'eau vers les vaisseaux, c'est pour garder une volémie qui est stable, d'accord, et ce qui va causer l'effondrement de la quantité de Na+, qui se trouve au niveau des urines, ce qui va diminuer la natriurèse, d'accord, ce qui va expliquer que la natriurèse, elle est effondrée dans le syndrome néphrotique, d'accord. Qui dit la diminution de la pression oncotique, dit qu'on a déjà parlé fuite d'eau et de Na+, dans le secteur extracellulaire, c'est-à-dire dans les espaces interstitiels, et donc on aura l'expansion de l'espace interstitiel. Qui dit expansion de l'espace interstitiel, ça définit notre œdème, d'accord? C'est le signe qu'on retrouve fréquemment dans le syndrome néphrotique, d'accord? Très bien. Quand on a cette diminution de ces protéines, vous voyez que le foie va doubler son travail, il va synthétiser encore plus de protéines pour combler ce vide, et malheureusement, il va synthétiser d'autres protéines, notamment l'alpha-2-globuline qu'elle est retrouvée augmentée dans le syndrome néphrotique. Donc attention au QCM, malgré qu'on a une perte de protéines, mais on a une augmentation de cette alpha-2-globuline qui est elle-même une protéine, mais qui est due à l'augmentation du travail du foie justement.
augmentation de triglycérides, augmentation du cholestérol, augmentation des facteurs de coagulation, ce qui définit les complications thromboemboliques dues au syndrome néphrotique. D'accord? Très bien. Vous voyez, quand on a une perte des protéines vectrices, on peut avoir une hypothyroïdie, parce que vous voyez, toutes les protéines peuvent avoir comme vectrices les hormones thyroïdiennes, donc on peut retrouver avec une hypothyroïdie et même on peut retrouver avec une hypocalcémie. Retenez ça très bien, quand on a une diminution des protéines, on a logiquement une diminution du calcium. Alors, on va voir les causes des syndromes néphrotiques. On a les syndromes néphrotiques tout d'abord génétiques. Vous voyez qu'elles représentent inférieur à 1% des cas. C'est-à-dire, ce sont des syndromes néphrotiques qui sont de cause génétique, c'est-à-dire qui sont dus à une mutation génétique. On a les syndromes néphrotiques syndromiques, c'est-à-dire c'est un syndrome néphrotique qui rentre dans le cadre d'un syndrome quelconque, et là, toujours rare, inférieur à 1%. On a les syndromes néphrotiques secondaires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire secondaire à une autre pathologie. On a déjà dit que la glomérulonéphrite peut avoir comme conséquence, le syndrome néphrotique et même les autres pathologies auto-immunes, si vous voulez, d'accord? Et finalement, on a le syndrome néphrotique idiopathique, d'accord? C'est-à-dire où la cause, elle est non identifiée, d'accord? Elle est non étiquetée, et là, ça représente pratiquement la majorité des cas, c'est 90% des cas, d'accord? Très bien. Donc, le tableau clinique, donc type de description, TDD, c'est type de description. Donc, la néphrose lipoïde, c'est le syndrome néphrotique. Il faut savoir qu'il faut pas trop chercher la cause. C'est pas trop chercher la cause, c'est pour comprendre. Il faut prendre le syndrome néphrotique comme il est. D'accord? C'est le syndrome néphrotique qu'on connaît. C'est la lésion de la membrane glomérulaire. D'accord? Très bien. Maintenant, les causes, vous voyez les causes, mais ça reste un syndrome néphrotique grosso modo. D'accord? Quand je vous dis la néphrose lipoïde, c'est tout simplement le syndrome néphrotique idiopathique. D'accord? Ne vous inquiétez pas quand vous voyez cette appellation, elle est répandue au QCM, c'est-à-dire qu'il aime utiliser cette notion pour vous confondre un petit peu, mais c'est tout simplement, sachez que c'est tout simplement le syndrome néphrotique idiopathique. D'accord? Le début, on a déjà dit tout âge, mais souvent 1 à 5 ans. D'accord? D'accord? Très bien, le mode révélateur, c'est un syndrome néphrotique dans la majorité des cas, c'est 90% des cas. Pourquoi? Parce que les œdèmes, c'est généralement le signe qui apparaît, le signe clinique qui est visible, disons, d'accord, qui va amener les parents à consulter. Donc, c'est un mode de révélation le plus fréquent, d'accord. On peut tomber sur un syndrome néphrotique de découverte fortuite suite à la découverte d'une protéinurie, par exemple, sur la bandelette urinaire. Et bien sûr, suite à une complication, rarement ce mode de révélation est rare, suite à une complication infectieuse, type péritonite, ou une complication thromboembolique, parce qu'il y a augmentation de synthèse de facteurs de coagulation, type thrombose. D'accord? Mais dans la majorité des cas, sachez que le mode de révélation le plus fréquent, c'est l'apparition généralement de ces œdèmes, je répète, qui sont de type rénal, toujours je répète ça, indolore, garde bien le godet, blanc, qui sont généralisés. D'accord? C'est pas logique qu'une pathologie rénale vous donne un œdème localisé. C'est pas logique, c'est une maladie qui va intéresser tout le corps et ça donne un œdème qui est généralisé. D'accord? Maintenant, ça c'est le début. D'accord? Ça c'est le début. Maintenant, la phase d'état. La phase d'état, elle est marquée par le syndrome œdémateux qui va s'installer. Donc, signe essentiel presque toujours complet et constant. Vous voyez, c'est un signe qui est toujours constant, dû à cette diminution de cette protéinémie dans le sang, d'accord? Siège au début au niveau palpébral, donc on voyait là, au niveau palpébral, c'est-à-dire au niveau des paupières généralement, et surtout le matin au réveil, puis au membre inférieur, c'est-à-dire il suit la gravité, c'est-à-dire qu'il va siéger au niveau des membres des régions d'équilibre, c'est-à-dire les membres inférieurs. Vous voyez, il est bilatéral, d'accord? Il est bilatéral. Voyez là le signe de godet, c'est-à-dire quand on fait une pression, il va laisser cette empreinte. D'accord? Ça, c'est le signe de godet.
Bien sûr, c'est un œdème de type rénal. Donc, mot garde bien le godé indolore. Retenez ces critères. Et bien sûr, au minimum, œdème discret avec prise pondérale. Quand on a l'œdème qui est minime, d'accord, qui n'est pas vu ou légèrement vu, il peut être révélé par l'apparition d'une augmentation du poids subite. D'accord? Au maximum, on peut retrouver un tableau d'Anasa, c'est-à-dire un œdème qui est non seulement localisé au niveau des membres, mais qui va se localiser aussi au niveau des séreuses, notamment la sérose du péritoine donnant l'acide, au niveau de la plèvre donnant des pleurésies, c'est-à-dire des épanchements pleurales qui viennent, et donnant des hydrocèles. D'accord? On peut retrouver une oligurie, urine rare, foncée et concentrée. D'accord? Donc dans le syndrome néphrotique, désolé, on peut avoir une oligurie, d'accord? Comme dans le cas du syndrome néphrétique, à cause de cette inflammation, on peut retrouver face à une diminution du débit de filtration. D'accord? Quel est le mécanisme de cette oligurie? Je dirais elle est rattachée à l'insuffisance rénale. Quand l'insuffisance rénale s'installe, on a la diminution de débit de filtration et logiquement on a des urines qui sont rares. D'accord? Mais je dirais aussi qu'elle est due aussi au mécanisme de compensation. D'accord? On peut avoir dû à l'hypovolémie, on peut avoir la stimulation des mécanismes qui peuvent diminuer la quantité de liquide qui se trouve au niveau des urines et on retrouve avec des urines qui sont graves. D'accord? Voyez, la tension artérielle dans le syndrome néphrotique, retenez qu'elle est généralement normale. Parfois HTA, quand le syndrome néphrotique est accompagné à un syndrome néphrotique, parce que là, on a une perte, encore plus, une perte de liquide, c'est-à-dire la tension artérielle ne peut pas être élevée. C'est pas comme dans le syndrome néphrétique où on a une baisse à cause de cette inflammation, une baisse du débit de filtration et logiquement la stagnation du liquide au niveau des vaisseaux va donner l'HTA. D'accord? Là, dans le syndrome néphrotique, la tension artérielle, elle est généralement normale et même due à l'hypovolémie, on a la stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone qui peut maintenir plus ou moins cette tension artérielle normale à une durée quelconque. D'accord? Les autres signes, on peut avoir hydrocèle, boursouflure du pénis. Voilà. Atteinte des séreuses. D'accord? On peut retrouver face à un liquide au niveau du péritoine, au niveau du thorax ou au niveau du péricarde, ce qui va donner des tableaux graves. Et dans ce cas, le liquide est de type transudant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'origine inflammatoire, il est d'origine, disons, mécanique. D'accord? Il est dû à la perte de ces protéines. Donc, c'est un transudant, c'est-à-dire qu'il est faiblement, qui contient une quantité très faible de protéines. État général souvent conservé, on peut retrouver dans certains cas une asthénie et une anorexie, une diarrhée et parfois, des douleurs abdominales. D'accord? Très bien. Au niveau des urines, la bandette urinaire va objectiver cette protéine urique qui est massive, donc vous voyez supérieure à 3 quoi. D'accord? La protéine urique, elle est supérieure à 50 mg par kilo chaque 24 heures. Parfois, elle peut arriver jusqu'à 100 mg par kilo par jour. D'accord? Et il faut savoir qu'elle est dans le syndrome néphrotique, elle est sélective. C'est-à-dire qu'elle va sélectionner certaines protéines, notamment l'albumine et la transférine. D'accord? D'accord, très bien. Et la transférine, c'est elle qui va transférer le fer dans le sang et ce qui va causer dans certains cas, quand la pathologie devient longue, d'accord, ça peut causer une anémie féritique. D'accord? On peut retrouver l'oligurie et même la natriurèse qui est diminuée, qui est due généralement à cette hyperaldostéronisme. C'est-à-dire qu'elle est due à la stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone. D'accord? Dans le sang maintenant, d'accord, tout ça ce sont des signes biologiques. On a vu les signes cliniques qui est l'œdème, les atteintes des séreuses, etc. La tension artérielle, tout ce qui concerne les signes cliniques. Maintenant, on rentre dans les signes biologiques. Le signe biologique le plus important, c'est la protéinurie. D'accord? La diminution de la natriurèse. Maintenant, dans le sang, tout ce qui est sang, urine, c'est des signes biologiques. D'accord? Dans le sang, qu'est-ce qu'on va retrouver logiquement? Vous avez tout compris la physiopathologie, c'est pour ça que je vous dis toujours la physiopathologie, elle est très importante.
Si vous comprenez où est le problème, vous allez comprendre toute la cascade des signes cliniques ou biologiques qui se retrouvent et vous allez comprendre par la suite le traitement. D'accord? C'est pour ça physiopathologie, physiopathologie, physiopathologie. D'accord? Dans le sang, on va retrouver les protéines qui sont diminuées, qui retrouvent inférieures à 60 grammes par litre, d'accord? Généralement inférieures à 50, et la majorité, c'est des pertes d'albumine, c'est pour ça qu'on va retrouver l'albumine inférieure à 30, d'accord? Hyper-alpha-globuline, c'est un piège, d'accord? Parce qu'on n'aura pas perte de toutes les protéines, parce que c'est de façon sélective, hein? 2, le foie va synthétiser encore plus des protéines pour compenser, mais il va synthétiser toutes les protéines. Il ne va pas synthétiser seulement l'albumine. D'accord? Quand il va synthétiser toutes les protéines, on va retrouver avec une hyper-alpha-globuline, d'accord? Qui est une protéine qui se trouve au niveau du sang. Maintenant, comme on a déjà dit qu'il y a perte d'albumine et même des anticorps, et donc on aura une diminution des gamma-globulines. D'accord? Ce qui va augmenter le risque infectieux, donc IgG basse. Bien sûr, le foie va synthétiser encore plus tout ce qui peut synthétiser et donc on retrouvera avec un tableau d'hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. Bien sûr, le Na+ peut être normal ou diminué dû à cette hémodilution qui est due à la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le potassium lui-même peut être normal comme il peut être élevé en cas d'insuffisance rénale associée. La calcémie, par contre, elle est toujours diminuée. Pourquoi? Parce qu'on a diminution des protéines. Je vous ai dit, les protéines suivent le calcium. Quand on a, le calcium suit les protéines, désolé. Quand on a une diminution des protéines, logiquement, on a une diminution du calcium. D'accord? La fonction rénale, quant à elle, elle est le plus souvent normale. Parfois, on peut retrouver une insuffisance rénale fonctionnelle. Fonctionnelle, pourquoi? Parce qu'elle est due à l'hypovolémie. Quand on a l'hypovolémie qui se trouve dans le syndrome néphrotique, la quantité de sang qui passe par les urines, par le glomérule rénal diminue. Et donc, on aura une insuffisance rénale. Donc, on aura logiquement une diminution de la filtration glomérulaire. Et donc, logiquement, on peut retrouver avec une insuffisance rénale fonctionnelle. On peut retrouver une hyperplaquétose avec hématocrite élevé. L'hyperplaquétose, pourquoi l'hyperplaquétose? Je ne sais pas, peut-être elle est due à une augmentation de la synthèse des facteurs, des cellules du sang par la moelle due à cette anémie, d'accord? On peut retrouver avec cette hyperplaquétose, d'accord? On peut retrouver un syndrome inflammatoire biologique et diminution des facteurs diminution de l'antithrombine 3. Augmentation des facteurs de coagulation, on a déjà dit qu'on a une augmentation de la synthèse des protéines de la coagulation. Là, la diminution de l'antithrombine 3, je ne sais pas vraiment pourquoi, d'accord? Donc, si vous avez la réponse de cette question, dites-nous en commentaire, d'accord? Dites-moi en commentaire, c'est bien d'apprendre toujours, on apprend toujours. Pourquoi on a une diminution de l'antithrombine 3, d'accord? Dans le cas, je n'ai pas cherché. Si vous avez cherché, vous trouverez la question. Dites-moi en commentaire et le commentaire sera épinglé. D'accord? Diminution des protéines, C et S, toujours des protéines qui inhibent la coagulation. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, on arrive à la partie complications. Donc, tout ce qui concerne les complications qui sont induites par notre syndrome néphrotique. Alors, il y a des complications qui sont dues à la pathologie lui-même, c'est-à-dire qui sont dues à la néphrose lui-même, au syndrome néphrotique lui-même. On a des complications qui sont liées justement au traitement symptomatique. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Donc là, ils sont dus, par exemple, à un traitement anticoagulant quand on a une augmentation des didymères, quand on a une augmentation de la coagulabilité. On peut prévenir ça par l'instauration d'un traitement anticoagulant. Et ce traitement anticoagulant peut être à l'origine d'hémorragie. Donc c'est comme une complication qui est due au traitement symptomatique. D'accord? Et on a les complications qui sont dues au traitement de l'étiologie de ces syndromes néphrotiques. On va les voir par la suite. D'accord? Donc, les complications qui sont liées au syndrome néphrotique direct, déjà, la première complication, c'est les œdèmes, on a déjà parlé de ça. L'hypovolémie, on a déjà parlé de ça. L'hypoperfusion mésentérique, etc. L'hypovolémie, vous voyez, quand on a diminution du liquide dans le sang, on a l'augmentation de la fréquence de survenue de thrombose et donc ça favorise encore plus la thrombose en plus de l'augmentation des facteurs de coagulation. D'accord? On peut retrouver comme complication l'insuffisance rénale le plus fonctionnelle qui est due
qui est due à l'hypovolémie. Et on peut retrouver comme une autre complication l'hyponatrémie qui est due à la stimulation du système rénine, angiotensine, aldostérone. D'accord? En ce qui concerne l'hypovolémie, quand l'hypovolémie elle est très importante et l'albumine est très bas, on peut recourir à une perfusion d'albumine. Mais il faut savoir que cette perfusion d'albumine, elle est d'effet temporaire. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette pathologie qui est toujours là, notre syndrome néphrotique. Quand on va instaurer cette charge d'albumine, elle est rapidement éliminée par les reins, d'accord? En 3 à 4 heures généralement. Donc l'effet est vraiment transitoire, d'accord? Donc cette perfusion d'albumine, elle est rarement utilisée. Elle est utilisée seulement en cas d'hypovolémie importante. Donc on utilise l'albumine 4% et la posologie, elle est devant vous, 1 gramme chaque kilo. D'accord? Début continu sur 3 à 4 heures. Bien sûr, pour le traitement des œdèmes, donc on entame le traitement symptomatique. Vous voyez, quand on traite les œdèmes, on n'a pas traité la pathologie. Donc c'est purement un traitement symptomatique. Et bien, il faut savoir que le traitement des œdèmes est rarement nécessaire. Il faut savoir quand on traite l'étiologie, c'est-à-dire quand on traite notre syndrome néphrotique, les œdèmes vont disparaître à elles seules. D'accord? Mais on peut utiliser dans certains cas un régime sans sel strict. On peut utiliser par prudence les diurétiques, d'accord? Parce que déjà on a cette hypovolémie et avec l'instauration de ces diurétiques, donc on doit être prudent et ce traitement par diurétique doit être fait extrêmement ou exclusivement en milieu hospitalier. D'accord? On peut utiliser l'Azilix et tout. Donc tout ça, c'est furosemide, tous les diurétiques généralement utilisent le furosemide. Donc furosemide qui est le diurétique de choix. D'accord? S'il y a une hyponatrémie sévère, on peut recourir à une restriction hydrique parce que si vous comprenez que l'apport en eau va diminuer encore plus la concentration de Na+ au niveau du sang. D'accord? Très bien. Pour les complications qui sont liées directement à la pathologie, on a vu dans un premier temps le désordre hydroélectrolytique, c'est-à-dire tout ce qui concerne tout ce qui concerne les œdèmes, électrolytique, tout ce qui concerne les électrolytes, on a parlé du Na+, etc. On va voir dans un deuxième temps le risque d'accident thromboembolique. D'accord? On a déjà dit qu'il y a augmentation des facteurs de coagulation. D'accord? Et bien sûr, on peut installer un traitement anticoagulant si l'albumine est inférieure à 20 grammes par litre. On peut utiliser l'héparine à base moléculaire comme on peut utiliser les antivitamines K. D'accord? Très bien, comme utiliser de l'aspirine. Très bien. Et tout ça va augmenter le risque hémorragique. Donc, qui dit anticoagulation, ça peut dire un risque hémorragique. Maintenant, pour la troisième complication majeure, c'est les infections. Donc, on a perte des immunoglobulines principalement de type IgG et donc on aura un risque infectieux qui est élevé. Pour la stratégie de lutte contre cette complication infectieuse, on peut vacciner l'enfant pour que le risque infectieux diminue, l'antibioprophylaxie dans certains cas et la supplémentation en IgG en intraveineux. Bien sûr, la protection, c'est toujours par la vaccination. Quand vacciné, quand l'enfant devient en rémission, on ne peut pas vacciner l'enfant quand il est en poussée de cette pathologie, d'accord? Ou si l'enfant est en rémission, ou bien il est sous faible corticothérapie. Soit il est en rémission, c'est-à-dire qu'il a fini sa dose de corticothérapie, soit il est sous faible corticothérapie, c'est-à-dire qu'on a commencé à dégraisser la quantité de corticothérapie qui est donnée, et donc on peut, dans ce cas, vacciner l'enfant. D'accord? Très bien. Trop tard ou difficile, elle est difficile au début de la maladie quand on est dans la poussée. D'accord? Très bien. L'hypovolémie avec hypoperfusion mésentérique. Donc, quand on a l'hypovolémie, ça peut diminuer la perfusion des vaisseaux qui irriguent les cellules de l'intestin et donc on peut avoir une douleur abdominale en rapport avec une ischémie ou bien une nécrose.
Donc, on peut avoir une douleur abdominale. D'accord? Quand on a l'apparition d'une douleur abdominale dans un contexte de syndrome néphrotique, on peut la rattacher à une hypoperfusion mésentérique. 1. 2. Et dans ce cas, on peut la traiter par l'albumine qui peut augmenter la volémie. 2. Elle peut être rattachée à une péritonite, c'est-à-dire infection du péritoine, généralement à pneumocoque. D'accord? Généralement à pneumocoque, tant qu'on a le risque infectieux qui est augmenté, et là, elle est traitée par l'antibiothérapie. Et bien sûr, la douleur abdominale peut être expliquée par une thrombose ou bien une embolie mésentérique. Quelle est la différence? La différence entre la thrombose et l'embolie. La thrombose, elle est constituée in situ, c'est-à-dire qu'elle est constituée dans ce vaisseau-là, dans cette place. Et l'embole, c'est tout simplement un thrombus qui est constitué dans un premier temps un lieu quelconque de l'organisme, un vaisseau quelconque, et une partie de ce thrombus va se détacher et migrer vers les vaisseaux mésentériques où il va diminuer le débit de perfusion de ces cellules et donner ces douleurs abdominales. Et là, vous voyez que le traitement est chirurgical. D'accord? Très bien. Bien sûr, les complications liées à cette protéinurie massive et prolongée, donc on a la fuite des protéines porteuses comme la transférine, donc le fer non présenté aux cellules cibles et donc on peut retrouver avec une anémie, la transcobalamine qui transfère la vitamine B12, donc on peut retrouver avec une fuite de vitamine B12 parce que logiquement tout ce qui est lié à ces protéines porteurs, et on sait que ces protéines porteurs sont libérées dans les urines et donc on aura perte logiquement de ces choses qui sont liées à ces protéines porteuses. Que ce soit le fer, que ce soit la vitamine B12, que ce soit le cuivre, d'accord? Et donc, c'est vraiment catastrophique, cette perte de protéines. Remarquez qu'une chose qui vous paraît simple, ça peut donner pas mal de complications. D'accord? Très bien. Et bien sûr, les complications liées à l'augmentation de lipides dans les vaisseaux. Très bien. Les complications qui sont liées au traitement symptomatique ou bien préventif, l'anticoagulation, je vous ai dit, elle peut causer des hémorragies. Et l'hypovolémie, quand on les traite avec de l'albumine, ça peut causer une surcharge volémique, ça peut causer une augmentation de la quantité de liquide qui se trouve au niveau des vaisseaux, ça peut causer même une HTA et une défaillance, c'est-à-dire cardiovasculaire. Donc, la chose... l'organisme qui est gêné beaucoup plus par l'hypervolémie, c'est le cœur, d'accord? Parce qu'il va doubler son travail pour pomper la quantité de sang qui se trouve au niveau de l'organisme, d'accord? C'est comme une contrainte. On arrive à la dernière partie de notre cours, finalement, c'est le traitement du syndrome néphrotique. Eh bien, il faut retenir que le gold standard pour le traitement de notre syndrome néphrotique, c'est les corticoïdes. Pourquoi? Parce que on sait que dans le syndrome néphrotique, il y a une composante immunologique qui entre dans le jeu, d'accord? Et tant qu'on a l'installation de ces corticoïdes, ils donnent des résultats très bons, en dehors, bien sûr, des corticodépendances, de la corticorésistance, des rechutes, etc. D'accord? Très bien. Il faut savoir qu'on peut utiliser dans certains cas les immunosuppresseurs, mais il faut savoir que le gold standard, ce n'est pas les immunosuppresseurs, c'est les corticoïdes. D'accord? Très bien. Il faut savoir pour la stratégie thérapeutique, il y a plusieurs protocoles. D'accord? Vous voyez qu'il y a plusieurs protocoles, mais en Algérie, on utilise généralement le protocole français, le French Protocol. D'accord? On utilise généralement le protocole français qui dit que la dose de corticoïdes qui doit être instaurée, c'est de l'ordre de 60 mg chaque mètre carré de surface corporelle de l'enfant par jour, et cela pendant 4 semaines, c'est-à-dire pendant un mois. D'accord? Pendant un mois. Après ce mois, d'accord? Concentrez-vous avec moi très bien. Après ce mois, d'accord? On doit apprécier l'état clinique, on doit apprécier les protéines dans le sang. D'accord? On doit apprécier les protéines dans le sang. S'il n'y a pas cette disparition de ces protéines, on doit faire un test qu'on appelle le test à la méthylprédnisolone. D'accord? Méthylprédnisolone. D'accord? Le test à la méthylprédnisolone, c'est tout simplement une corticoïde. D'accord? Qu'on va instaurer à la dose
de 3 grammes chaque 1,73 mètres carrés par IV, d'accord? Et on va voir l'évolution de notre pathologie, d'accord? Très bien. Alors, concentrez-vous très bien avec moi dans cette partie parce que c'est la partie la plus importante, c'est la partie du traitement. Alors, désolé. Alors, on a dit que généralement l'Algérie utilise le protocole français. Ça, c'est numéro 1. 2. Le protocole français indique quoi? Indique qu'on doit utiliser 60 mg par mètre carré par jour pendant 4 semaines, c'est-à-dire un mois. D'accord? Après un mois, on doit évaluer l'état de notre patient. Tout d'abord sur le plan clinique et même sur le plan biologique, c'est-à-dire la protéinurie principalement. Maintenant, on se retrouve avec deux cas. Si la protéinurie toujours persiste, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une amélioration, on doit faire un petit test qui s'appelle le test à la méthylprédnisolone. La méthylprédnisolone, c'est une corticoïde, tout simplement. D'accord? On doit faire des doses de charge de perfusion. La dose de charge chaque jour, elle est de l'ordre de 1 gramme chaque 1,73 mètres carrés de l'enfant, d'accord? Fois 3, pourquoi? Parce qu'on doit faire 3 injections. Normalement à J1, à J3 et à J5, d'accord? Après l'arrêt de ces perfusions, et entre les perfusions bien sûr, on doit continuer notre corticothérapie, d'accord? Après l'arrêt des perfusions, concentrez-vous très bien avec moi, après l'arrêt des perfusions, d'accord? À J8, après l'arrêt des perfusions, on doit contrôler la protéinurie. Si la protéinurie, elle, disparaît, c'est-à-dire que déjà notre syndrome néphrotique est corticosensible, parce que dû à ses charges. Dans ce cas, on doit continuer notre protocole. Prenez une feuille si vous voulez et notez ces détails. Si la protéinurie disparaît, notre syndrome néphrotique déjà il est corticosensible, c'est un point qui est positif. On doit continuer la corticothérapie sous ce schéma, c'est-à-dire on doit commencer la dégression, 60 mg par mètre carré pendant 8 semaines, ensuite 45 fois 2 pendant 2 semaines, on doit dégraisser, vous voyez, on doit dégraisser la corticothérapie parce qu'on ne peut pas rester avec une dose de 60 mg pendant une longue durée, d'accord? C'est lié à la complication de la corticothérapie. Ensuite 30 par corticothérapie, ensuite 15, d'accord, pendant 2 semaines et on arrête, d'accord? Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas la disparition de cette protéinurie même après ce test, on classe notre syndrome néphrotique comme corticorésistant. D'accord? On classe notre syndrome néphrotique comme corticorésistant. C'est-à-dire malgré la corticothérapie et malgré ses perfusions, là c'est corticorésistant. Quand il est corticorésistant, c'est-à-dire persistant du tableau clinique et surtout la protéinurie, là on doit faire une ponction biopsie rénale pour déceler l'étiologie de cette résistance et pour déceler peut-être un autre diagnostic et dans certains cas l'étude génétique. D'accord? Dans certains cas, l'étude génétique pour rechercher une mutation quelconque. D'accord? Très bien. Maintenant, on peut tomber sur un syndrome néphrotique avec résistance ou sensibilité partielle, c'est-à-dire dans ce cas, on a disparition de l'œdème, mais malheureusement, on a persistance de la protéinurie. Ça définit notre syndrome néphrotique qui est corticorésistant partiellement. D'accord? Très bien. Maintenant, quand on finit, concentrez-vous très bien avec moi. Quand on finit notre protocole, c'est-à-dire là, la corticothérapie, on a fini notre traitement et on a obtenu la rémission, c'est-à-dire qu'on a obtenu la diminution de l'œdème et la diminution de la protéinurie. Maintenant, on se retrouve avec des cas de rechute et des cas de corticodépendance. D'accord? Quand il y a, désolé, la absence de rechute, c'est-à-dire il ne fait pas d'autres poussées, là c'est de l'ordre de 30% des cas. Maintenant, quand il fait une rechute qui est après 3 mois après arrêt du traitement, c'est-à-dire il a arrêté le traitement, après plus de 3 mois il fait la rechute, on appelle ça une rechute tardive. C'est-à-dire, disons qu'il a arrêté la corticothérapie
disons en janvier, d'accord, il a arrêté la corticothérapie. Donc, le janvier, février, mars, avril, mai, il fait une autre poussée en mai, il a fait une poussée après, plus de 3 mois après l'arrêt de notre corticothérapie. Là, c'est une rechute qui est tardive, d'accord? C'est une rechute qui est tardive, et quand la rechute elle est tardive, on la considère comme une autre poussée, d'accord? Ça, quand la rechute elle est tardive, on la considère comme une autre poussée. Là, on doit la traiter comme la première poussée, c'est-à-dire que recommencer le premier protocole, d'accord? Quand la rechute survient inférieure à 3 mois après l'arrêt, c'est-à-dire disons qu'on a arrêté la corticothérapie au janvier, disons février, il fait une autre poussée, c'est-à-dire réapparition de l'œdème, réapparition de la protéinurie. Ça, c'est une rechute qui est précoce. Ça, c'est une rechute qui est précoce. Quand la rechute elle est précoce, on fait quoi? On instaure une corticothérapie qui est continue, c'est-à-dire on reprend la corticothérapie de façon continue, et quand on obtient la rémission, là, la différence entre la différence avec le traitement de la première poussée, c'est que dans la première poussée, on est obligé d'attendre un mois pour voir l'évolution. On est obligé d'attendre un mois pour voir l'évolution. Tandis que dans cette rechute, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois. Dès qu'on a la rémission, donc on instaure une corticothérapie continue, dès qu'on a la rémission, c'est quoi la rémission? C'est la disparition de l'œdème et la disparition de la protéinurie, c'est-à-dire l'évolution bonne de cette pathologie. Dès qu'on a la rémission, on attend 3 à 4 jours avec cette corticothérapie continue et on passe à la corticothérapie discontinue. Ça veut dire quoi discontinue? C'est-à-dire 1 jour sur 2, comme dans cette planche. C'est comme le cas de cette planche. Comme le cas de cette planche. Donc, chaque un jour sur deux, un jour sur deux. Donc, vous voyez, c'est ça la corticothérapie discontinue. D'accord? Très bien. Maintenant, si la rémission persiste, on doit continuer le traitement. Si on aura une nouvelle rechute ou une intoxication stéroïdienne, c'est quoi l'intoxication stéroïdienne? C'est qu'on a les effets secondaires des corticoïdes, c'est-à-dire il y a une intoxication à ces corticoïdes qui sont à des doses élevées. Là, on doit instaurer, disons, un immunosuppresseur, cure d'agents alkylants, d'accord, qui va très bien, qui va ajouter un groupement alkyle aux cellules et qui va induire l'apoptose des cellules, d'accord? Absence de rechute, c'est bon. Rechute, on doit reprendre une corticothérapie discontinue. Et rechute avec intoxication stéroïdienne, on doit instaurer un traitement immunosuppresseur, plus ou moins une corticothérapie discontinue. C'est ça le protocole à suivre. Je répète, donc si on instaure, donc pour la première poussée, on instaure la corticothérapie pendant 1 mois, d'accord, et on doit dégraisser. Pendant 1 mois, on stoppe. S'il y a une bonne évolution, c'est bon, on continue jusqu'à la rémission complète. Maintenant, la rémission complète, on a soit absence de rechute, soit rechute tardive, soit rechute fréquente. On a rechute tardive ou rechute précoce. On a expliqué le protocole. Maintenant, si ça ne donne pas au bout de 1 mois, on doit faire ce test de méthylprédnisone. Si ça donne, c'est bon, c'est un syndrome néphrotique corticosensible. On doit continuer notre schéma comme il est. Si ça ne répond pas au bout du test de méthylprédnisolone, ce n'est pas la peine de continuer la corticothérapie parce que c'est un syndrome néphrotique cortico-résistant. D'accord? On doit faire la fonction biopsie osseuse, etc. Désolé. La fonction biopsie rénale, etc. D'accord? Très bien. Voyons les planches qui restent. Là, pour l'évolution, la rechute, elle est définie par la réapparition d'une protéinurie massive avec ou sans signe clinique. D'accord? C'est la réapparition de la protéinurie. Je vous conseille d'apprendre les rechutes tardives et les rechutes précoces parce qu'ils ont une relation avec le traitement. Maintenant, il faut garder toujours en tête que le rechuteur peu fréquent est défini par inférieur à 2 rechutes dans les 6 mois qui suivent la première poussée. D'accord? C'est-à-dire il a fait la première poussée, il a fait la rémission, il est guéri. Et dans les 6 mois qui suivent cette guérison,
ou qui suit, désolé, c'est pas la guérison, qui suit la première poussée, il a fait une autre poussée, ou qui suit la guérison, c'est la même chose. Il a fait une autre inférieure, c'est-à-dire il a fait une autre poussée dans les 6 mois. Ça, c'est un rechuteur peu fréquent. Quand il fait 2 poussées ou plus, on le considère comme rechuteur fréquent. D'accord? Tandis que la corticodépendance, c'est quoi la corticodépendance? C'est quand on fait la rémission, quand on a la rémission, d'accord? Quand on a la rémission, je trouve pas le mot. Moins de 14 jours après cette rémission, on a la réapparition soit des signes cliniques ou la protéinurie. Là, ça définit notre corticodépendance, c'est-à-dire notre patient, il est toujours dépendant de la corticothérapie. Ou bien, elle est définie par 2 rechutes sous traitement. C'est-à-dire, même sous traitement, on a l'obtention de la rémission, mais hop, apparition de la protéinurie, ça c'est la corticodépendance. 2 rechutes ou plus, 2 rechutes sous traitement. Très bien, je pense que c'est la seule planche à expliquer. Maintenant, pour le rechuteur peu fréquent, c'est le même que le rechuteur tardif. Au bout de 6 mois, il doit faire une seule rechute. Quand il fait la rechute tardivement, ou bien il fait, c'est un rechuteur fréquent, soit c'est un rechuteur tardif supérieur à 3 mois après l'arrêt, ou bien il est un rechuteur peu fréquent, on doit instaurer le même schéma que la première poussée. On doit considérer comme une première poussée, comme le traitement de la première poussée. Maintenant, s'il est rechuteur précoce, c'est-à-dire inférieur à 3 mois, il y a réparation de la protéinurie, etc., ou c'est un rechuteur qui est fréquent, là, c'est comme ce schéma, d'accord? On doit faire une corticothérapie continue, d'accord? Et dégraisser progressivement jusqu'à l'obtention de la dose minime efficace, d'accord, qu'on appelle la corticothérapie discontinue et qui est prolongée. D'accord? Le malade est mis tout d'abord sous rémission, quand on a déjà dit par une corticothérapie continue, d'accord? Et après la négativation de la protéinurie, je vous ai dit, on ne doit pas attendre un mois. Quand on a la négativation de la protéinurie, on attend jusqu'à 2 à 3 jours et on commence le discontinu. Ça veut dire quoi discontinu? C'est-à-dire un jour on instaure la corticothérapie, l'autre on n'instaure pas. C'est-à-dire c'est discontinu, c'est l'opposé de la continue. D'accord? Et on dégraisse jusqu'à l'arrivée de la dose minimale efficace. Et quand on arrive à cette dose minimale efficace, on doit instaurer ce traitement pendant 18 à 24 mois. D'accord? C'est ce qui définit la corticothérapie discontinue prolongée. D'accord? Très bien. Voilà, c'est la seule planche et c'est la dernière planche à expliquer. J'espère que ce cours était bénéfique pour vous. Bien sûr, si vous avez des commentaires, laissez-le. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans la boîte des commentaires, bien sûr. Mettez un petit like. Partagez la vidéo avec tous les étudiants qui ont en difficulté de comprendre le syndrome néphrotique de l'enfant, notamment les étudiants de 5e année médecine. Et bien sûr, à la prochaine.